Björn Côte de Fer était un chef norrois renommé et un roi légendaire de Suède, célébré à la fois pour son esprit guerrier féroce et pour sa lignée en tant que fils du célèbre héros viking Ragnar Lodbrok. Son nom résonne à travers les annales de l'histoire pour ses raids audacieux en Angleterre, en Francie occidentale et même sur les rivages lointains de la Méditerranée. Avec le temps, il s'éleva au pouvoir en tant que suzerain de la Suède et on lui attribue la fondation de la maison de Munso, une dynastie royale qui régnera sur la Suède jusqu'aux alentours de l'an 1060. Les exploits et l'héritage de Björn sont préservés dans diverses sources médiévales. Il apparaît dans la saga de Ragnar Lodbrok et le conte des fils de Ragnar, la Gesta Danorum, la saga de Hervarar, les faits des ducs normands, entre autres. Dans cette vidéo, nous parcourons les sources anciennes qui racontent la vie de Björn Côte de Fer, découvrons l'origine de son nom redoutable et suivons le cours de ses raids audacieux et de ses exploits légendaires. Plutôt que de fusionner les sagas en une seule chronologie, je vais raconter l'histoire de Björn telle qu'elle est présentée dans chaque récit individuel, en honorant la voix de chaque auteur et en préservant les détails uniques de leur récit. Björn Côte de Fer apparaît pour la première fois dans la Gesta Danorum, dans un épisode concernant son père, Ragnar Lodbrok. Cette grande chronique a été écrite par Saxo Grammaticus à la fin du XIIe siècle, plusieurs siècles après l'époque de Björn. Pourtant, elle demeure la réalisation littéraire la plus ambitieuse du Danemark médiéval et une pierre angulaire pour comprendre son histoire ancienne. Selon la Gesta, lorsque Ragnar eut soumis les Saxons et leur imposa un tribut, il apprit qu'Hérode, le roi de Suède, était mort et que ses propres fils avaient été privés de leur héritage par la trahison de Saul, qui s'était emparé du trône. Ragnar appela à l'aide ses fils, Björn, Fridlif et Radbard, et marcha sur la Suède. Saul le rencontra sur le champ de bataille et lui offrit le choix entre une bataille rangée ou un duel. Ragnar choisit le combat singulier. Saül envoya alors son champion, Starkard, célèbre pour son courage, accompagné de ses 7 fils. Ragnar, prenant 3 de ses propres fils à ses côtés, combattit sous les yeux des deux armées et remporta le duel. Dans cette bataille, Björn se distingua plus que tous les autres. Il abattit de nombreux ennemis et ne subit aucune blessure, car on disait que ses flancs étaient aussi durs que le fer, ce qui lui valut le nom de Côte de Fer. En reconnaissance de sa vaillance, Ragnar le récompensa en lui donnant la seigneurie de la Suède. Plus tard, lorsque Ragnar fut capturé et tué par le roi Haïler de Northumbrie, Björn apprit la nouvelle. Alors qu'il jouait au dé, il serra la pièce si fort que le sang coula de ses doigts et éclaboussa la table. Il déclara amèrement que le coup du destin est plus capricieux que le lancer de n'importe quel dé. Björn rassembla alors une flotte de 400 navires et mit le cap sur l'Angleterre. Là, il défia ouvertement Ayla de l'affronter au combat. Quand ils capturèrent le roi, ils taillèrent la forme d'un aigle sur son dos, se réjouissant de marquer leur ennemi le plus cruel avec l'oiseau de proie. Ils salèrent ensuite ses blessures, le condamnant à une mort atroce. Cette forme d'exécution devint connue sous le nom de l'aigle de sang. Ayant vengé son père, Björn Côte de Fer retourna dans son propre royaume, et ainsi se termine son histoire dans la Gesta de Norum. Selon la saga de Ragnar et de ses fils, composée par un auteur islandais anonyme au XIIIe siècle, le récit s'inspire d'anciennes légendes et de traditions orales qui mêlent histoire et mythe de l'époque viking. Dans cette saga, Ragnar Lodbrok épouse Oslok, la fille du héros Sigurd, le tueur de Fafnir, qui, selon la légende nordique, tua le dragon Fafnir. De leur union naquirent 4 fils célèbres, Ivar le Désossé, Björn Côte de Fer, Vitsuk et Sigurd Œil de Serpent. Les fils de Ragnar se lancèrent dans des raids à travers l'Angleterre, la Normandie, la France et la Lombardie. On raconte que leur entreprise la plus audacieuse fut la prise de la ville de Luni, car ils avaient l'ambition de marcher sur la ville de Rome elle-même. Leurs exploits devinrent les plus célèbres de toutes les terres du Nord où l'on parlait le norrois. Lorsqu'ils revinrent enfin dans le royaume de leur père au Danemark, ils se partagèrent les territoires entre eux.
À Björn Côte de Fer fait l'Uppsala, le cœur de la Suède, et les vastes terres qui lui étaient soumises. Ainsi se termine l'histoire de Björn dans la saga de Ragnar et de ses fils. Le Chronicon Fontanellese, une chronique anonyme rédigée entre les années 840 et 856, rapporte l'un des premiers récits concernant Björn Côte de Fer. En l'an 856, une grande flotte danoise commandée par le duc Sitrick remonta la Seine et avança jusqu'à la forteresse de Bithres. Après 33 jours le 19 août, un autre chef nordique, Björn, arriva avec sa propre flotte puissante. Les deux forces s'unirent, répandant le feu et la dévastation à travers les terres jusqu'à la forêt de Perche. Là, ils furent confrontés au roi Charles le Chauve et à son armée, qui leur infligèrent une défaite écrasante. L'année suivante, Sitrick se retira de la rivière, tandis que Björn se retrancha sur une île, y construisant une forteresse. En l'an 859, le roi Charles l'assiégea par la mer, l'encerclant avec un blocus naval. Cependant, la rébellion du roi Louis, le frère de Charles, ainsi que d'autres conflits internes, forcèrent le roi à abandonner le siège, évitant ainsi à Björn d'être capturé. Björn réapparaît dans les annales de Saint-Burton. Ces annales, une collection de chroniques franques couvrant les années 830 à 882, furent rédigées en latin médiéval par plusieurs auteurs, plutôt que par un seul auteur. Ces annales relatent les affaires politiques, religieuses et militaires de la Francie occidentale durant les années turbulentes qui ont suivi la division de l'Empire carolingien de Charlemagne. Dans ces pages, de nombreux historiens identifient Björn Côte de Fer sous le nom de Berno. L'entrée pour l'année 858 raconte que Berno, un chef des pirates nordiques sur la rivière Seine, s'est présenté devant le roi Charles le Chauve à son palais. Là, se rendant entre les mains du roi, il prêta serment d'allégeance et jura fidélité. Les actes des ducs normands ont été écrits par Guillaume de Jumièges, un moine normand, vers l'an 1070. Dans son ouvrage, il raconte les origines des Normands, les raids des Nordiques sur la Francie et les chefs vikings légendaires qui ont précédé Rollon, le premier duc de Normandie. Le texte indique: à cette époque, Lodbrok, un pirate des régions du nord des plus cruelles, fut poussé par une tempête jusqu'aux côtes de la Northumbrie. Il laissa derrière lui des fils d'une grande férocité, parmi lesquels Björn, qui, à la tête de flotte de Danois et de Nordiques, apporta la ruine au royaume des Francs. Björn correspond clairement à Björn Côte de Fer, connu des sagas nordiques et des annales franques. Selon Guillaume, le chef viking Asten, agissant comme beau-père de Björn, eut l'idée audacieuse de placer Björn Côte de Fer sur le trône de l'Empire romain, afin qu'il devienne le souverain des terres de la Méditerranée. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour piller les côtes du monde antique, apportant à leur horde viking à la fois richesse et gloire. Les Vikings prirent la mer depuis la Loire, le plus long fleuve de France, à bord d'une flotte redoutable de 62 navires, chacun étant un vaisseau de guerre rapide et mortel. Leurs dracars, conçus à la fois pour la vitesse et la maniabilité, étaient idéaux pour les raids sur des rivages lointains, permettant aux Vikings de frapper rapidement. Leur première cible fut la péninsule ibérique, où les Vikings profitèrent de la relative faiblesse des royaumes chrétiens et des conflits persistants entre les souverains locaux et les Sarrasins musulmans. En l'an 859, le royaume des Asturies, situé dans l'actuelle Espagne du Nord, était gouverné par le roi Ordonio Ier, un monarque engagé dans une guerre incessante contre les Sarrasins. Ces envahisseurs musulmans avaient déferlé sur la péninsule ibérique depuis l'an 711, laissant la destruction derrière eux en établissant un puissant État islamique qui s'étendait sur une grande partie de l'Espagne. Lorsque les Vikings ont débarqué sur la côte des Asturies, ils ont rencontré peu de résistance et se sont rapidement mis à piller la région. Cependant, leur succès initial a été rapidement remis en cause. Les forces chrétiennes locales, dirigées par le comte Dom Pedro des Asturies, rassemblèrent leurs forces et lancèrent une contre-attaque, infligeant une défaite sanglante aux Vikings lors d'une escarmouche. Malgré de lourdes pertes, Eston et Björn ne se laissèrent pas décourager. Ils tournèrent alors leur attention vers les Sarrasins eux-mêmes,
attaquant leurs bastions et menant une série d'escarmouches et de sièges sanglants. L'un des raids les plus glorieux et audacieux de leur campagne eut lieu dans l'émirat de Cordoue, un puissant État arabe islamique qui contrôlait une grande partie du sud de l'Espagne. Eston et Bjorn assiégèrent la ville d'Algésiras, un port majeur à la pointe sud de la péninsule ibérique. Pendant 3 jours, ils assiégèrent la ville, leurs forces submergeant les défenseurs. Après avoir pris la ville, ils pillèrent les maisons des riches et incendièrent complètement les 2 mosquées les plus importantes de la ville. Une fois leur raid terminé, ils amassèrent une grande richesse en or, en argent et en esclaves, des biens qu'ils vendraient plus tard ou utiliseraient pour alimenter leur campagne méditerranéenne en cours. Encouragés par leur succès, Eston et Bjorn tournèrent leurs regards vers le sud, s'aventurant à travers l'étroit détroit de Gibraltar pour frapper au cœur de l'Afrique du Nord. Les Vikings ont navigué jusqu'à la côte du Maroc et de l'Algérie actuelle, où ils ont pris pour cible la dynastie Idrisside, un royaume musulman dirigé par les descendants du prophète Mahomet. Les Vikings ont ravagé les villes côtières, les pillant pour leurs trésors et capturant des prisonniers qui seraient ensuite vendus comme esclaves. Leur déchaînement s'est poursuivi vers l'est jusqu'aux îles Baléares, où ils ont dévasté les îles de Majorque et de Minorque, puis plus loin vers la Méditerranée orientale, où ils se sont emparés de la ville côtière d'Odihuela. Leur campagne les a également menés jusqu'à la ville de Nécor, où ils ont établi une base temporaire et occupé la ville pendant 8 jours. À l'approche de l'hiver, Eston et Bjorn cherchèrent refuge sur l'île de Camargue, située à l'embouchure du Rhône, dans ce qui est aujourd'hui le sud de la France. Là, ils se reposèrent et se regroupèrent avant de reprendre leur campagne. Leurs prochaines cibles furent les riches villes du sud de la France, où ils semèrent le chaos, pillant des trésors et prenant des prisonniers. Cependant, leurs raids ne s'arrêtèrent pas là. La flotte viking continua de remonter vers le nord, atteignant jusqu'à Valence avant de finalement mettre le cap vers l'Italie. Dans leur quête acharnée de richesse, de gloire et de renommée éternelle, Bjorn Côte de Fer et le rusé Eston mirent les voiles le long de la côte accidentée de l'Italie. Leur regard était tourné vers Luni, une ville qui, avec ses ruines croulantes et son architecture grandiose, avait autrefois été un phare de puissance et de splendeur. Pour les pillards vikings, cependant, ces murs de pierre en ruine et ces monuments imposants portaient une promesse plus grande que de simples richesses. Ils croyaient avoir trouvé la ville légendaire de Rome elle-même, le cœur du monde antique. Eston, toujours stratège, savait que la force brute seule ne suffirait pas à remporter la victoire. Il pouvait voir les imposants remparts de la ville et comprenait qu'une attaque frontale serait vaine. À la place, il élabora un plan si sournois et rusé qu'il entrerait dans les annales de la légende viking. Il savait que le zèle religieux de la ville serait leur faiblesse. Se faisant passer pour un mourant en quête de rédemption, Eston ordonna à ses hommes de le porter jusqu'aux portes de la ville sur une civière. Il faisait semblant d'être à l'agonie. Les gardes leur accordèrent l'entrée. La rumeur se répandit rapidement. Un chef de guerre viking cherchait à embrasser le christianisme avant son dernier souffle. Émus par la croyance en la rédemption, ils le conduisirent dans l'église de la ville. Une fois à l'intérieur, Eston reçut les rites sacrés de la foi chrétienne, recevant les sacrements sous les yeux du clergé de la ville, tandis que les fidèles priaient pour son âme. Mais il ne s'agissait pas d'un homme humble en quête de salut. Dans un moment de moquerie divine, Eston sauta de sa civière. Il rassembla ses hommes et, en un clin d'œil, ils se jetèrent en l'uni comme des loups sur un troupeau de moutons. La ville fut mise à sac dans une frénésie de violence. Des richesses furent volées, des maisons incendiées, et l'église autrefois fière fut profanée. Un autre récit affirme que la ruse de Eston était encore plus élaborée, prétendant qu'il embrasserait le christianisme sur son lit de mort, pour ensuite feindre la mort le lendemain. Les habitants, trompés par sa supercherie, lui permirent, ainsi qu'à 50 de ses hommes vêtus de robes, d'entrer dans l'église pour ses prétendues funérailles. Mais alors que les rites funéraires commençaient, Eston surgit de son cercueil, son épée brillant dans les airs, et d'un seul coup rapide, il décapita le prêtre, provoquant une onde de choc et de peur dans toute la ville.
Dans un moment brutal de triomphe, les pillards vikings déchaînèrent leur fureur sur l'Uni, mettant la ville à sac et pillant ses trésors. Pourtant, l'histoire du raid prend une tournure inattendue. Alors que Bjorn et Eston se tenaient au milieu du chaos, revendiquant la victoire sur la puissante Rome, les habitants de la ville les corrigèrent. La ville qu'ils avaient conquise n'était pas Rome. C'était l'Uni, une pâle ombre de l'empire dont ils rêvèrent de s'emparer. Furieux de cette humiliation, leur colère a éclaté. Les Vikings ordonnèrent le massacre de tous les habitants masculins et la capture de nombreuses femmes et enfants qui deviendraient plus tard leurs esclaves. Sans se laisser décourager, les Vikings ont navigué vers le sud le long de la côte italienne. Ils ont jeté leurs dévolus sur Pise, où leurs dracars ont ravagé les remparts de la ville, la pillant. Cependant, alors que la flotte remontait vers la Loire, le destin leur a réservé un coup cruel. Une violente tempête s'est abattue sur la flotte viking et ils ont été forcés d'abandonner près de 40 de leurs navires à la merci de la mer. 2 autres navires furent perdus au détroit de Gibraltar. Malgré cela, Bjorn continua d'avancer. Sa flotte était malmenée mais restait redoutable. Il porta alors son attention sur la ville de Pampelune. Là-bas, les Vikings frappèrent de nouveau, pillant la ville. Les Vikings allèrent même jusqu'à capturer le roi Garcia Iniguez de Pampelune, le retenant prisonnier contre une lourde rançon. Le prix pour la libération du roi fut la somme stupéfiante de 70 000 dinars d'or, une monnaie d'une immense valeur dans le monde islamique médiéval. Leur coffre débordant d'or, d'esclaves et de butins de guerre, Bjorn et ses guerriers prirent le chemin du retour. La saga légendaire est une saga norroise qui se déroule avant la colonisation de l'Islande. Les sagas ont toutes probablement été écrites en Islande, depuis le milieu du XIIIe siècle jusqu'à environ l'an 1400 par un auteur inconnu. Un jour, Ivar se tourna vers ses frères Vitsuk et Bjorn et leur demanda combien de temps ils resteraient inactifs à la maison, laissant leur renommée s'éteindre au lieu de grandir. Ils répondirent qu'ils suivraient ses conseils comme ils l'avaient toujours fait. Alors Ivar dit « Préparons des navires et rassemblons assez d'hommes pour former leur équipage. Cherchons l'or et la gloire pour nous-mêmes si le destin nous le permet. » Ses frères furent d'accord et ensemble ils se présentèrent devant Ragnar, demandant des navires et des guerriers aguerris, habiles au pillage et au combat. Ragnar accepta leur demande et lorsque tout fut prêt, ils prirent la mer. Partout où ils combattaient, ils étaient victorieux, gagnant des richesses, des hommes et de la renommée dans chaque terre qu'ils touchaient. Mais Ivar dit bientôt « Ne nous reposons pas tant que nous n'aurons pas rencontré une force supérieure à la nôtre afin que nous puissions mesurer notre force. » Ses frères lui demandèrent où l'on pouvait trouver un tel défi. Et il répondit « Dans un endroit appelé Vitabaer, où des sacrifices païens ont lieu, beaucoup ont essayé de le conquérir, mais aucun n'a réussi. Même notre père s'y est rendu autrefois, mais il a été forcé de rebrousser chemin. Ces défenseurs sont-ils si puissants ? Demandèrent-ils, ou est-il protégé par une autre force ? Les deux, répondit Ivar. Les guerriers là-bas sont forts, et l'endroit lui-même est rempli de sorcellerie noire. Pourtant, je voudrais savoir ce qui est le plus grand, notre courage ou leur magie. Alors ils mirent le cap sur Vidvaber. Lorsqu'ils atteignirent ces rivages, ils se préparèrent à débarquer, laissant quelques hommes pour garder les navires. Leur plus jeune frère, Rogenwald, était considéré comme trop jeune pour un tel danger, alors il resta à l'arrière avec une partie de la troupe. Alors que l'armée d'Ivar avançait, il avertit ses hommes des étranges gardiens de l'ennemi. 2 monstrueux hongres dont les cris terrifiants avaient rendu fous tous les envahisseurs. « Tenez bon, dit Ivar. Ne laissez pas la peur vous dominer, car aucun mal ne vous arrivera tant que je vous dirige. » Lorsque les défenseurs lâchèrent les bêtes ensorcelées, elles chargèrent en poussant des hurlements si terribles que les guerriers les plus courageux vacillèrent. Voyant cela, Ivar, qui était né sur un bouclier, demanda son arc. Il décocha ses flèches et les 2 créatures tombèrent mortes. Ainsi prit fin la terreur qui avait gardé la forteresse pendant si longtemps. Au navire, Rogenwald entendit le bruit de la bataille et dit « Heureux sont ceux qui partagent une telle gloire, tandis que moi je reste en arrière. Je ne resterai pas inactif. Allons tous à terre. » Et c'est ce qu'il fit.
Il s'est battu avec beaucoup de courage, mais c'est là qu'il est tombé. Les frères continuèrent vers la forteresse et reprirent l'assaut. Les défenseurs ont cédé et se sont enfuis, et les fils de Ragnar les ont poursuivis en triomphe. Lorsqu'ils sont revenus à la forteresse, les frères ont rassemblé tous les trésors à l'intérieur, puis ont incendié les maisons et détruit les remparts jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres et de la pierre. Leur vengeance accomplie, ils montèrent à bord de leur navire et s'éloignèrent en mer. Depuis sa salle à Uppsal régnait le roi Estan, un homme puissant et déterminé, sage dans ses conseils, mais au tempérament fougueux et profondément dévoué aux anciens dieux. Sa fille, Inimbjorg, était célèbre dans tout le nord pour sa beauté. L'arme la plus redoutée d'Estan était une vache sacrée nommée Sibilja, que l'on disait remplie de magie noire. Ses mugissements terrifiants pouvaient rendre des armées folles, et tant qu'elle protégeait le territoire, aucun ennemi n'osait attaquer les terres d'Aistan. Autrefois, le roi Estin et Ragnar Lodbrok avaient été de proches amis. Chaque été, ils organisaient de grands festins l'un pour l'autre, mais leur lien fut brisé lorsque Ragnar ne se présenta pas à un banquet de mariage à Uppsala, une insulte qu'Estin ne pouvait pas pardonner. La querelle commença lorsqu'Estin avait encouragé Ragnar à épouser sa fille. Ragnar s'était même engagé envers elle pendant un temps, mais Øsloag, averti par 3 petits oiseaux, lui révéla qu'elle était la fille de Sigurd, fléau de Fafnir, et de Brynhild. En réalisant qu'Øslaug était de lignée plus noble que la fille d'Eistan, Ragnar renonça à cette union et ne retourna pas en Suède. Outrés par ce déshonneur, les fils de Ragnar, Eric et Agnar rassemblèrent une armée et marchèrent sur Uppsala. Bien qu'un mauvais présage ait marqué leur départ, un homme ayant été tué au moment où leur navire prenait en la mer, ils poursuivirent leur route sans se laisser décourager. Ils y affrontèrent l'armée du roi Estin lors d'une bataille. Le roi libéra Sibilja devant ses hommes, et ses cris terribles emplirent l'air, semant la confusion et la peur parmi les guerriers de Ragnar. Beaucoup succombèrent dans le carnage. Seuls Eric et Agnar tinrent leur position. Agnar fut abattu et Eric fut fait prisonnier. On lui offrit la paix et la main de la fille d'Aistan, mais il refusa les deux, choisissant la mort plutôt que le déshonneur. Il demanda seulement que ses hommes soient épargnés. Puis, debout sous les ailes sombres des corbeaux tournoyant au-dessus de lui, Eric fut soulevé sur une forêt de lances, affrontant sa fin avec une fierté sans crainte. Lorsque Björn apprit la nouvelle, il récita un vers à sa mère, Aslaug. Bien que peu de mots aient été prononcés, un homme peut méditer la vengeance dans son cœur, dans sa poitrine prompte comme un faucon. Nous n'avons pas de serpent ni de serpent brillant dans nos yeux, mais mes frères m'ont réjoui. Je me souviendrai de tes beaux-fils. Quand 5 nuits furent passées, Vidzuk et Björn avaient préparé 14 navires. 2 nuits plus tard, quand 7 nuits entières s'étaient écoulées depuis leur premier serment de prendre la mer, Ivar avait préparé 10 navires à lui, et Aslaug, leur mère, en avait préparé 10 autres. Alors la famille se réunit, parlant de la force qu'ils avaient rassemblée. Ivar leur dit qu'il avait aussi envoyé des guerriers montés pour avancer par voie de terre, afin que leurs ennemis soient pressés de tous côtés. La nouvelle parvint bientôt au roi Aistan. Des messagers arrivèrent essoufflés devant lui, racontant comment une armée féroce avait déferlé sur ses terres, brûlant, pillant, ne laissant aucune maison debout et aucun champ intact. « Nous emmènerons avec nous Sibilja, notre vache sacrée, dit le roi, car elle est une déesse pour notre peuple. Qu'elle court devant l'armée, car nul homme ne pourra résister à ses mugissements terrifiants. Ensemble, nous repousserons cet ennemi cruel et puissant. » Ainsi fut-il fait. Sibilja fut libérée devant les rangs et ses cris terribles secouèrent l'air. Quand Ivar vit Sibilja charger et entendit ce rugissement surnaturel, il ordonna à ses hommes de faire monter leurs propres vacarmes, de frapper leurs épées contre leurs boucliers et de crier leurs cris de guerre, afin que la voix de la bête soit noyée dans leur fureur. Il ordonna à ses porteurs de boucliers de le porter en avant, plus près du cœur de la mêlée. Puis Ivar prit son arc et décocha ses flèches. Chaque flèche atteignit sa cible, et la vache enchantée tomba, abattue au milieu de ses propres cris tonitruants.
les armées se rencontrèrent dans une tempête d'acier. Jamais, dirent les Suédois par la suite, n'avaient-ils connu une telle épreuve de force et de vaillance. Vitsuk et Björn combattirent comme des possédés, taillant à travers la ligne de bataille si bien que nul ne pouvait leur résister. Le sol était rouge du sang des morts, et la grande armée d'Estaing fut brisée. Beaucoup tombèrent là où ils se tenaient, d'autres tournèrent les talons et prirent la fuite. Enfin, le roi Estaing lui-même fut abattu, et les fils de Ragnar remportèrent une grande victoire. Alors les frères décidèrent entre eux de partir faire des raids dans le royaume du Sud. Dans ces guerres, ils attaquèrent toutes les forteresses qui leur résistaient, et nul ne pouvait résister à leur puissance. De là, ils naviguèrent jusqu'à la ville appelée Luna. À ce moment-là, ils avaient dévasté presque toutes les villes et forteresses de tout le royaume du Sud. Leur renommée s'était répandue à tel point qu'aucun enfant, aussi jeune soit-il, ne connaissait pas les noms des fils de Ragnar. Pourtant, même dans leur triomphe, ils étaient agités. Ils jurèrent de ne pas se reposer avant d'avoir atteint Romaborg, la puissante cité de Rome elle-même, célèbre pour sa richesse, sa multitude d'hommes et sa gloire. Mais ils ne savaient pas combien le voyage serait long, et leur armée était si vaste qu'ils ne pouvaient plus la nourrir. Pendant qu'ils s'attardaient à Luna, ils se réunirent pour discuter de ce qu'il fallait faire. Alors, un vieil homme desséché, aux yeux perçants et rusés, se présenta devant eux. Lorsqu'ils lui demandèrent qui il était, il répondit qu'il était un pauvre vagabond qui avait passé sa vie à voyager à travers de nombreux pays. D'après ces paroles, les fils de Ragnar apprirent que la route vers Rome était longue et périlleuse, au-delà de leurs forces pour la suivre. Ils détournèrent donc leur route et, au cours de leurs errances, ils capturèrent de nombreuses villes qui n'étaient jamais tombées auparavant sous l'épée ou le feu. Après avoir longtemps ravagé le royaume du Sud, les frères mirent ensuite le cap vers le nord pour retourner dans le royaume de leur père, où régnait le roi Ragnar. Pourtant, ils ne savaient rien de son sort, ni des batailles qu'il avait livrées, et leur cœur brûlait d'impatience d'avoir des nouvelles. Alors qu'ils traversèrent les terres du Sud, la peur les précédait. Partout où la nouvelle de leur arrivée se répandait, les gens fuyaient leur ville, emportant ce qu'ils pouvaient, si bien que les frères ne trouvaient presque rien sur place, ni nourriture ni ennemis à affronter. Le voyage se poursuivit jusqu'à ce qu'ils atteignent le Danemark, arrivant là-bas avant les messagers du roi Hela. Là, ils restèrent en attente silencieuse avec leurs hommes. Lorsqu'enfin les messagers arrivèrent dans la salle où les fils de Ragnar festoyaient, ils entrèrent et s'approchèrent du siège d'honneur où Ivar le désossé était allongé. Sigurd, œil de serpent et Vitsuk jouaient à Nefetafel, le jeu des rois, tandis que Björn Côte de Fer était assis par terre, taillant une hampe de lance. Les envoyés du roi Hela saluèrent Ivar avec courtoisie. Il leur rendit leur salut et demanda d'où ils venaient et quelles nouvelles ils apportaient. Leur chef répondit qu'ils étaient des hommes d'Angleterre, envoyés par le roi Hela lui-même, et qu'ils apportèrent la nouvelle de la mort de Ragnar. À ces mots, Vitsuk et Sigurd laissèrent tomber leurs pièces de jeu et tous tournèrent les yeux vers les messagers. Björn se leva lentement, s'appuyant sur sa lance à demi sculptée. Ivar leur demanda de raconter en détail comment son père avait trouvé la mort. Alors ils racontèrent l'histoire depuis le moment où Ragnar avait débarqué en Angleterre jusqu'à l'instant où il rendit son dernier souffle. Quand ils en arrivèrent à la partie où Ragnar avait prononcé ses derniers mots, les jeunes sangliers gronderont lorsqu'ils apprendront la mort du vieux sanglier. Björn serra le manche de la lance si fort que l'empreinte de ses doigts y resta gravée. Lorsque le récit fut terminé, il frappa le manche contre le sol et il se brisa en deux. Puis les frères se réunirent en conseil pour décider comment ils pourraient venger la mort de leur père. Ils armèrent leur navire et mirent le cap sur l'Angleterre, naviguant jour et nuit sans laisser filtrer le moindre mot de leur arrivée avant qu'ils n'atteignent la côte. Bientôt, la nouvelle de la guerre parvint au roi Hela lui-même. Lorsque les deux armées se rencontrèrent, une grande et terrible bataille commença. Les fils de Ragnar se jetèrent sur l'armée d'Hela avec une telle fureur que nul ne pouvait leur résister. Le combat fut long et acharné, mais finalement les hommes d'Hela cédèrent et prirent la fuite.
Le roi fut capturé vivant. Alors Ivar dit « Maintenant, il est temps de venger la mort qu'il a infligée à notre père. Que le plus habile des sculpteurs sur bois s'avance et grave un aigle sur son dos, si profondément que les ailes brillent rouges de son sang. » Les artisans obéirent, et le travail fut accompli comme Ivar l'avait ordonné. Le roi Hela souffrit énormément avant que la vie ne le quitte, et ainsi les fils de Ragnar prirent leur revanche. Par la suite, Ivar lui-même resta pour gouverner l'Angleterre. Ainsi, Vitsuk, Bjorn et Sigurd retournèrent vers leur propre royaume au nord, tandis qu'Ivar exerçait sa domination sur les terres anglaises. Et lorsque, avec le temps, tous les fils de Ragnar furent morts, leurs bandes de guerre se dispersèrent à travers de nombreuses terres. Pourtant, ceux qui les avaient autrefois suivis disaient qu'aucun autre roi n'avait jamais été leur égal en courage, en sagesse ou en puissance. La saga de Hervor, un récit légendaire du XIIIe siècle, mêle des traditions issues d'anciennes légendes héroïques germaniques. Parmi ces nombreux personnages, elle évoque également Björn Côte de Fer. Selon la saga, Aistan le Maléfique, fils du roi Harald d'Andeguer, régna sur la Suède après la mort de son père jusqu'à ce qu'il soit tué par les fils de Ragnar, comme le raconte leur propre saga. Après avoir conquis le royaume suédois, les fils de Ragnar se partagèrent les domaines de leur père entre eux. Björn Côte de Fer prit le trône de Suède, Sigurd régna sur le Danemark, Witzug détenait les terres de l'Est, et Ivar le désossé revendiqua l'Angleterre. Les fils de Björn étaient Eric et Réfil. Réfil devint un roi des mers et un guerrier renommé, tandis qu'Éric succéda à son père comme roi de Suède, mais ne régna que peu de temps. Après sa mort, Éric, fils de Réfil, monta sur le trône, un souverain puissant et un grand guerrier à part entière. La saga continue en présentant les descendants de Björn Côte de Fer comme les anciens rois de Suède. Le tumulus supposé de Björn Côte de Fer se trouve sur l'île de Munson, dans le lac Mälaren, en Suède. Mesurant environ 20 mètres de diamètre et s'élevant à 5 mètres de hauteur, le tumulus fait partie d'un vaste champ funéraire qui comprend 5 tumulus, une pierre runique et environ 145 cercles de pierre représentant un ensemble de vestiges anciens. La légende raconte que le roi Björn Côte de Fer lui-même aurait été enterré dans ce tumulus, souvent appelé le tumulus du roi Björn. Björn Côte de Fer demeure une figure centrale dans d'innombrables récits de conquête et d'aventures vikings. Bien que les historiens débattent de l'exactitude de ces récits, son héritage perdure dans la mythologie nordique et dans la richesse des légendes vikings. Au sommet du tertre se trouve une pierre runique, bien qu'il n'en reste qu'un fragment, et son inscription est également incomplète. La pierre date probablement de la fin du XIe siècle, ce qui la rend de plusieurs siècles plus jeune que le tertre lui-même. Selon les sagas, après la mort de Björn, il fut enterré dans un tertre monumental près des rives du lac Mälaren. On disait que le tertre était si grand qu'on pouvait le voir de l'autre côté du lac, et il aurait été rempli des trésors et des richesses qu'il avait amassés au cours de sa vie. Au fil des siècles, le tertre est devenu un lieu de vénération pour les guerriers et chefs vikings, qui venaient honorer cette figure légendaire et chercher la faveur de son esprit. Certaines histoires racontent que la nuit, les esprits des morts se rassemblaient autour du tertre et que les bruits de leurs festins et réjouissances pouvaient être entendus à des kilomètres à la ronde. Ainsi se termine l'histoire de Björn Côte de Fer. Je vais vous emmener en Scandinavie et en Angleterre, au Xe et XIe siècle. C'était une époque de guerre perpétuelle, de conflits, de trahisons et de bains de sang. Thorkel le Grand se distinguerait parmi ses compagnons d'armes par son immense talent au combat. Il gravirait les échelons des Jomsvikings, les guerriers les plus sauvages et les plus habiles de Scandinavie, et sans doute du monde, et finirait par en devenir le chef. Voici son histoire. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à sa jeunesse. Thorkel le Grand, également connu sous le nom de Thorkel le Haut, serait né à la fin des années 950. Il était le fils de Strut Harald, un jarl qui régnait sur le territoire danois de Scanie. Strut Harald était le fils de Gorm le Vieux, le roi du Danemark, donc Thorkel avait du sang royal qui coulait dans ses veines. Une fois que Thorkel eut atteint l'âge adulte,
On dit qu'il était plus grand que n'importe quel homme. Cela, combiné à son habileté aux armes, le conduirait à l'ordre légendaire des Jomsvikings. Ainsi, Thorkel se rendit à leur château à Jomsborg, dans l'espoir de rejoindre les célèbres mercenaires. Selon la saga des Jomsvikings, Thorkel le Grand et son frère Sigvaldi préparèrent un voyage à Jomsborg pour voir s'ils pouvaient entrer dans l'ordre légendaire. Leur père leur dit qu'il serait sage de rejoindre les Jomsvikings pour accroître leur renommée et leur honneur. Il leur disait aussi « Il est maintenant temps pour vous deux, frères, de mettre à l'épreuve votre valeur en tant qu'homme. » Les Jomsvikings étaient un ordre de guerriers vikings qui avait un mode de vie particulier. Il n'était pas facile de devenir un Jomsviking car seuls les guerriers d'élite qui avaient prouvé leur valeur pouvaient rejoindre l'ordre. Un homme devait prouver sa valeur par un exploit de force, comme soulever un énorme rocher, où il devait affronter un véritable Jomsviking et le vaincre en combat singulier pour être admis. Une fois admis, il fallait adhérer à un mode de vie strict afin de renforcer son esprit et son corps. Chaque viking de Joms était tenu de défendre ses frères d'armes et, s'ils tombèrent sur le champ de bataille ou d'une autre manière, leur mort devait être vengée pour que leur esprit puisse reposer en paix. Il était interdit de parler en mal d'un autre membre dans son dos, car cela était considéré comme un signe de lâcheté. Les vendettas entre les membres étaient arbitrés par les officiers, et il leur était interdit de montrer la moindre peur ou de fuir le champ de bataille. Tous les butins de guerre devaient être partagés équitablement entre les membres, et aucun viking de Joms ne pouvait s'absenter de leur forteresse plus de 3 jours, sauf s'il était en campagne ou avait l'autorisation de la confrérie. Aucune femme ni aucun enfant n'était autorisé à l'intérieur des murs de la forteresse, et aucun ne devait être fait prisonnier. Toute violation de ces règles entraînerait l'expulsion de l'ordre. Thorkel passerait son initiation et rejoindrait l'ordre. Il aurait bientôt son premier goût du combat en l'an 986. Les Vikings de Joms avaient accepté un paiement de Harald Bluetooth, le chrétien, dont le but était de convertir la Norvège et le Danemark au christianisme. Les Vikings de Joms étaient païens, mais ils combattaient pour l'or, pas pour des principes personnels, et ils se sont alliés à Harald pour combattre un autre païen, Hakon Sigurdarson. Thorkel avait hâte de faire ses preuves au combat devant ses nouveaux frères. L'ordre des mercenaires a navigué vers la Norvège et a pu constater qu'ils étaient en infériorité numérique. Les Vikings de Joms et leurs forces alliées n'avaient que 60 navires, alors que l'ennemi en avait 180. Thorkel savait qu'un Viking de Joms valait 10 hommes et il ne montrait aucune peur. Avant que la bataille ne commence, une tempête de grêle éclata. Les navires s'éprenèrent alors les uns les autres, et la bataille d'Objunkovar débuta. La bataille fut féroce, et les deux camps subirent de lourdes pertes. Thorkel combattait avec une fureur quasi hypnotique, tuant quiconque se trouvait sur son chemin. Cependant, Sigvaldi, le nouveau chef de l'ordre des Jomsvikings, vit la dévastation et le nombre de guerriers massacrés, et ordonna la retraite. Cela entraîna la disgrâce de son nom. Cependant, il resta tout de même le chef des Jomsvikings. Thorkel participa plus tard à la plus grande bataille navale de l'ère viking, la bataille de Swald. En l'an 1000, les Jomsvikings s'allièrent avec le roi Olaf Tryggvason de Norvège. Cependant, lors de cette bataille navale en particulier, Sigvaldi, le chef des Jomsvikings, trahit le roi Olaf et lui raconta des rumeurs concernant une fausse embuscade prévue. Il l'a ensuite attiré dans une véritable embuscade en mer Baltique, puis Sigvaldi et les Jomsvikings ont massacré ses hommes. Le roi Olaf se suicida ensuite en se jetant à la mer. Le frère de Thorkel, Sigvaldi, chef des Jomsvikings, allait bientôt trouver la mort en Angleterre. Thorkel savait que son prédécesseur avait été ridiculisé après la bataille d'Ajunkovar parce qu'il avait enfreint les lois sacrées de son ordre, qui interdisaient la retraite face à l'ennemi et exigeaient de laisser ses hommes mourir glorieusement sur le champ de bataille. Thorkel avait aussi connaissance de la trahison de son frère lors de la bataille de Svald, mais il a peut-être fermé les yeux là-dessus car le roi Olaf voulait convertir le monde au christianisme. Néanmoins, le nom et la réputation de l'ordre sacré avaient été entachés par la lâcheté et la trahison.
Thorkel, cependant, homme d'honneur, avait prêté serment en rejoignant l'ordre, et la mort de Sigvaldi, son ancien seigneur et frère, devait être vengée. En août de l'an 1009, Thorkel et sa bande de guerriers allaient naviguer jusqu'à Sandwich, en Angleterre. Là-bas, ils tueraient, pilleraient et saccageraient pour s'enrichir et par vengeance. Thorkel finirait par mener ses hommes jusqu'à Canterbury, où il reçut 3000 livres d'argent de la part des habitants du Kent pour le dissuader, lui et ses hommes, d'attaquer. Thorkel et ses hommes allaient désormais résider en Angleterre au lieu de retourner dans leur château à Jomsborg. Le 8 septembre de l'année 1011, Thorkel retourna à Canterbury et assiégea la ville pendant 3 semaines. Ils ont finalement réussi à prendre la ville, mais ils l'ont prise par traîtrise. Un Anglais nommé Aifmar donna à Thorkel les informations dont il avait besoin pour pénétrer dans la ville. Très vite, les Jomsvikings allaient occuper la grande et riche ville de Canterbury. Ils allaient prendre de nombreux otages importants, comme l'archevêque de Canterbury. Cependant, cela allait être une erreur. L'archevêque allait convertir de nombreux Jomsvikings au christianisme pendant sa captivité, ce qui créa des tensions au sein de l'ordre. Les Jomsvikings païens de Thorkel allaient bientôt se lasser de l'archevêque et exigeraient 3000 livres d'argent pour sa libération. Cependant, l'archevêque refusa courageusement d'être rançonné et dit au peuple de ne pas payer l'ordre des mercenaires. Cela allait encore plus exaspérer les Jomsvikings. Plus tard, lors d'un grand festin, les Jomsvikings se délecteraient des récits de gloire et de triomphe les uns des autres. Et tandis que les guerriers devenaient de plus en plus ivres, leur attention se tournait vers l'archevêque. Ils commencèrent à le bombarder avec des os de bétail et des os de la main. Un homme armé d'une hache s'est approché de lui. Il a frappé l'archevêque à l'arrière de la tête avec le manche de sa hache, le tuant. Thorkel était furieux. Même si l'archevêque avait causé des problèmes, il ne pouvait plus le rançonner et Thorkel avait ordonné à ses guerriers de ne pas le tuer. Pendant toute l'occupation de Canterbury par les Vikings de Joms, ils lançaient des raids dans le sud de l'Angleterre, en utilisant Canterbury comme base d'opération. Ils ont finalement arrêté leurs attaques lorsqu'ils ont reçu une série de paiements de Danegeld s'élevant à environ 50 000 livres d'argent. Thorkel ferait alors quelque chose qu'aucun chef des Vikings de Joms n'avait jamais fait auparavant. Il s'allierait avec le roi d'Angleterre. Les Vikings de Joms étaient avant tout des mercenaires, donc si on les payait assez, ils combattaient. Thorkel et ses fidèles Vikings de Joms entreraient au service du roi Ethelred, le malavisé, et combattraient bientôt pour lui. En 1013, Sweyn Fourchu et son fils Knut tenteraient d'envahir l'Angleterre avec une grande armée. Thorkel et sa troupe de Vikings de Joms défendraient l'Angleterre et leur nouvel allié, le roi Ethelred. Les efforts de Thorkel furent cependant vains, car en 1013, la résistance anglaise et celle des Vikings de Joms s'étaient effondrées, Sweyn s'étant révélé être un grand général et ayant conquis tout le pays. Thorkel escorterait personnellement Ethelred jusqu'en Normandie pour son exil. Sweyn, cependant, le brillant général et nouveau roi d'Angleterre, eut un règne de courte durée et mourut le 3 février 1014, n'ayant porté le titre de roi d'Angleterre que pendant 5 semaines. Ethelred, le roi exilé, vit alors l'occasion de reprendre ses terres. Il navigua vers l'Angleterre et reprit Londres. Knud, qui était le fils de Sweyn Falkbeard, décida alors de se retirer d'Angleterre en avril. Ce qui est arrivé à Thorkel et aux Jomsvikings après cela n'est pas clair, mais il quitta le service d'Ethelred, navigua vers le Danemark et prêta allégeance au fils de Sweyn, Knud. Knud savait que Thorkel et les légendaires Jomsvikings seraient des alliés précieux et puissants, beaucoup d'entre eux étant des vétérans de 100 batailles. Il a même ignoré le fait qu'il s'était battu contre lui et son père, ce qui montre qu'il connaissait la prouesse militaire de Thorkel. L'Angleterre semblait cependant être une terre différente. Un prince guerrier était apparu, nommé Edmond Côte de Fer. Il était le fils du roi Ethelred, le malavisé, et il incarnait tout ce qu'un roi devait être, fort, audacieux et prêt à se battre et à mourir pour son pays. Il inspirait ses hommes à le suivre sur le champ de bataille, et cela allait poser un problème à Thorkel et Canute. Néanmoins, Thorkel et ses Jomsvikings allaient naviguer vers l'Angleterre avec l'intention de la conquérir
tout comme le père de Canute, Sweyn, l'avait fait quelques années plus tôt. Au cours des mois suivants, tandis que Canute et Thorkel conquéraient la majeure partie de l'Angleterre, le roi Ethelred mourut en avril 1016, laissant son fils Edmond Côte de Fer prendre la défense du pays. Très vite, le célèbre Edmond Côte de Fer et Canute allaient s'affronter directement dans les collines de Sherstone. Le 25 juin, les armées danoises et anglaises allaient s'affronter. Thorkel le Grand appellerait ses hommes vikings depuis leurs navires défectueux et affronterait l'ennemi en première ligne pour prouver sa loyauté à Canute. La bataille fut féroce et Thorkel et ses Jom Vikings combattirent avec une telle férocité qu'aucun homme ne pouvait leur faire face, terrassant tous les Anglais sur leur passage. Mais Edmond Côte de Fer, le prince guerrier, se battait lui aussi de façon incroyable, abattant de nombreux soldats danois et inspirant ses hommes à continuer le combat. Canut et Edmond virent l'ampleur du carnage et des morts, et finirent par mettre fin à la bataille. Aucun camp ne remporta la victoire ce jour-là. Il n'y eut aucune célébration cette nuit-là, car les morts des deux côtés étaient trop nombreux pour être comptés. Plus tard cette année-là, le 16 octobre 1016, une bataille décisive allait avoir lieu, qui déterminerait le destin de l'Angleterre. La bataille d'Ascendon aurait lieu dans l'Essex, où Knut et Thorkel affronteraient de nouveau Edmond Côte de Fer. Pendant la bataille, les armées anglaises et danoises se sont battues vaillamment. Mais Edric Strioner, l'Ealdorman de Mercie, a trahi Edmond Côte de Fer et a abandonné la bataille, permettant aux Vikings de percer les lignes anglaises et d'anéantir les forces d'Edmond. Après la bataille, les Vikings et Knut avaient un tel respect pour Edmond en tant que guerrier qu'ils lui permirent de régner sur le Wessex, tandis que Canute gouvernait le reste du pays jusqu'à la mort de l'un d'eux, après quoi le survivant prendrait le contrôle de l'Angleterre. Thorkel, le seigneur des Jom Vikings, fut nommé Jarl de l'Est-Anglie pour son aide et sa prouesse au combat contre les Anglais. Edmond Côte de Fer mourut peu de temps après, laissant Canute régner sur toute l'Angleterre. Il serait désormais connu dans l'histoire sous le nom de Canute le Grand. Environ 5 ans plus tard, pour des raisons inconnues, Thorkel se brouilla avec Canute et fut banni d'Angleterre. Il mit alors les voiles pour le Danemark. Vers 1023, les deux hommes s'étaient réconciliés. Canute, peut-être sentant que le légendaire Thorkel était un homme trop puissant pour en faire un ennemi. Il accorda ensuite à Thorkel le comté du Danemark et lui confia le rôle de père nourricier pour son fils Harthcanute. Après cela, Thorkel disparaît complètement de l'histoire. Son destin a suscité de nombreuses spéculations. La plupart des historiens pensent qu'il est retourné au château des Jom Vikings à Jonsborg. Thorkel le Grand, le seigneur des Jom Vikings, a sans doute mené une vie bien remplie, mais elle fut pleine de guerres, de conflits et de sang versé. Il avait combattu en première ligne pendant plus de 30 ans, de 986 à 1016, et n'est jamais tombé au combat. Il était manifestement un chef digne de l'ordre légendaire des Jom Vikings, et il est désormais immortalisé dans la série animée Vinland Saga. L'histoire du dernier berserker se déroule tout à la fin de l'ère viking. De nombreuses légendes sur les berserkers vikings ont traversé les âges, mais le dernier était le guerrier solitaire à la hache de Stamford Bridge. Avant de plonger dans ce récit, nous devons d'abord comprendre les événements qui ont mené à la dernière résistance. Nous sommes en 1066 et la mort du roi Édouard le Confesseur a déclenché une lutte de succession au cours de laquelle plusieurs prétendants à la couronne d'Angleterre se sont manifestés. Parmi ces prétendants figurait Harold Godwinson, qui était devenu un puissant comte après la mort de son père Godwin de Wessex. Le roi Édouard le Confesseur étant mort sans héritier, il revenait aux Witten de choisir un roi, et ils ont choisi Harold Godwinson. Harold avait un frère appelé Tostig Godwinson, qui était le comte de Northumbrie, mais Tostig aurait des difficultés à gouverner cette terre. Il n'a jamais été apprécié par la classe dirigeante de Northumbrie. Il a même assassiné plusieurs membres des familles dirigeantes de Northumbrie, et il venait du sud de l'Angleterre, qui avait une culture très différente de celle du nord. Finalement,
les Tandjork se sont rebellés contre l'autorité de Tostig et ont tué tous ses officiers et partisans. Le frère de Tostig, Harold, a accepté les revendications des rebelles et Tostig a refusé d'obéir aux ordres de Harold. Cela a conduit à une confrontation fatidique entre les deux frères Godwinson, au cours de laquelle Tostig a accusé Harold d'avoir déclenché la rébellion. Harold devait conserver son trône car Guillaume de Normandie avait ouvertement déclaré son intention de prendre le trône d'Angleterre. Il a donc exilé son frère Tostig, car il devait s'assurer que les comtes du Nord lui restent fidèles. Tostig, cependant, a préparé sa vengeance contre son frère Harold. Tostig allait entrer en contact avec le roi Harald Hardrada de Norvège, et il se rendrait à sa cour. Il fut profondément impressionné par ce roi de Norvège, une véritable légende vivante aguerrie au combat. Et il réussit à convaincre un Hardrada peu enthousiaste, qui venait tout juste de terminer une longue guerre sans issue avec le Danemark, de préparer son armée pour conquérir l'Angleterre. Ainsi, en septembre 1066, Hardrada mit les voiles vers l'Angleterre avec environ 300 dracars. Il fut renforcé par Tostig, qui apporta des soldats et des navires, et ensemble, ils naviguèrent le long de la rivière Ouse en direction de la ville d'York. Ils arrivaient bientôt à l'embouchure de la rivière Humber. L'armée de Harold se dirigea rapidement vers York, où elle fut confrontée aux comtes du roi d'Angleterre, Edwin et Morcar. Cela allait culminer avec la bataille de Fulford. Les Anglais frappèrent les premiers, avançant sur l'armée norvégienne avant qu'elle ne puisse se déployer complètement. Les troupes de Morcar repoussèrent Harold dans les marais, mais Harold fit venir davantage de ses soldats depuis le flanc droit pour attaquer le centre. Même si les envahisseurs vikings étaient en infériorité numérique, ils forcèrent les anglo-saxons à reculer. Pendant ce temps, d'autres forces vikings arrivaient encore sur le champ de bataille, où elles trouvèrent un moyen de contourner le cœur des combats, et ouvrirent un troisième front contre les anglo-saxons, qui étaient désormais en infériorité numérique et pris à revers. L'armée anglaise fut vaincue et subit de lourdes pertes, tandis que les forces vikings perdirent moins de 1000 hommes. York se rendit à Harald Hardrada et son armée se retira à Stamford Bridge, à 7 miles à l'est de York, pour attendre l'arrivée des otages. Harold Godwinson serait bientôt informé de l'invasion viking et il se dirigerait vers le nord à grande vitesse, avec autant de comtes, de seigneurs et de guerriers qu'il pourrait rassembler. Voyageant jour et nuit, il a effectué le trajet de Londres au Yorkshire, soit environ 320 km en seulement 4 jours. Cela a donné à Harold Godwinson l'effet de surprise, car Hardrada et son armée viking n'avaient aucune idée que le roi d'Angleterre était si proche. Jusqu'à ce que l'armée viking voie les guerriers anglo-saxons de ses propres yeux, ils étaient totalement inconscients de leur présence. L'armée de Harold Hardrada ignorait totalement ce qui leur était arrivé. Pris complètement par surprise le matin du 25 septembre, l'armée anglaise a dévalé la colline directement sur les forces ennemies vikings. Beaucoup d'entre eux étaient totalement inconscients de la situation et n'avaient même pas enfilé leur armure. Cette attaque surprise allait aboutir à la bataille de Stamford Bridge. Les Vikings semblaient avoir rapidement formé une position défensive sur la ligne de front, tandis que le gros de l'armée se repliait à travers le pont vers la rive est de la rivière Derwent. Les hommes du nord qui sont restés pour gagner du temps pour les autres furent rapidement abattus, mais un homme se distingua parmi eux et monta la garde sur le pont, attendant la férocité des forces ennemies anglaises. Selon la légende, un seul homme armé d'une hache tint le pont face à toute l'armée anglaise afin de permettre à ses compagnons vikings de se regrouper et de former un mur de boucliers. On dit qu'il était un berserker viking, ayant traversé le processus par lequel il abandonnait son humanité en se liant au monde sauvage. Ce guerrier ne serait plus un homme ordinaire, mais un guerrier chaman capable de communier avec l'esprit de l'ours. De cette façon, l'esprit lui donnait sa force et sa férocité, permettant aux berserkers de dépasser les limites de l'humanité et de combattre avec une fureur proche de la transe. Et c'est exactement ce qu'il fit. Comme le pont était étroit, peu de soldats pouvaient passer, alors le berserker pouvait se battre de toutes ses forces, embrassant sa rage, sa maîtrise
et sa force ainsi que sa résistance surnaturelle. Les Anglais s'avançaient vers le berserker viking pour trouver aussitôt la mort. Le Norrois brandissait sa grande hache à 2 mains et la balançait sauvagement, tuant tous les hommes sur son passage. Mais à mesure qu'un Anglais mourait, un autre courait sur son cadavre et affrontait le berserker. Au final, 40 guerriers anglo-saxons furent tués sur le pont. Aucun n'était même à la hauteur du berserker solitaire. Finalement, un soldat anglais courageux s'est glissé sous le guerrier viking dans un demi-tonneau et a poignardé le berserker à l'aine, le mettant à genoux, permettant ainsi aux Anglais de tuer le guerrier légendaire. Mais comment ce guerrier sans nom a-t-il eu la force, l'endurance et la résistance nécessaires pour tuer 40 guerriers qui l'attaquaient tous en même temps? Une explication est qu'il était dans l'état de berserker, incarnant l'esprit d'un ours. En adoptant sa force et sa sauvagerie, le berserker mourait parce que le corps humain était poussé au-delà de ses limites physiques en termes de perte de sang et de fatigue. Cela est rapporté dans de nombreuses sagas qui montrent que les berserkers héritaient d'une immunité physique pendant la bataille. De nombreux récits racontent qu'aucune arme ne pouvait les blesser et qu'ils n'étaient atteints ni par le feu ni par le fer. Cela explique le concept d'immunité, car lorsqu'il est dans l'état de berserker, le guerrier chaman peut recevoir des blessures, mais en raison de la nature sauvage de l'esprit qui les habite, il ne prêtait aucune attention à leurs blessures tant qu'ils n'étaient pas sortis de l'état de berserker. Selon la chronique anglo-saxonne, c'est ce qui s'est passé pendant la bataille. Les hommes du Nord ont fui devant les Anglais. Il y avait là un Norvégien qui a résisté au peuple anglais afin qu'il ne puisse pas traverser le pont, ni obtenir la victoire. Alors un Anglais a visé cet homme avec un javelot, mais cela n'a servi à rien. Et puis un autre est venu sous le pont et l'a transpercé terriblement sous la côte de maille. Puis Harold, roi des Anglais, est arrivé sur le pont, a forcé le passage avec ses hommes et a fait un grand massacre parmi les Norvégiens. Ce passage est important car il indique qu'un Anglais l'a visé avec un javelot, mais cela n'a servi à rien. Cela pourrait signifier que le berserker viking a effectivement été frappé par un javelot, mais qu'en raison de sa frénésie, cela n'a eu aucun effet et il a simplement continué à se battre comme si de rien n'était. Néanmoins, le guerrier sans nom est tombé et ses troupes se sont préparées à un assaut. Harald Hardrada, ayant plus d'expérience dans la guerre que tout autre homme sur le champ de bataille, s'est jeté au cœur des combats. Le vétéran de 50 ans saisit son épée à 2 mains et, sans armure, se précipita dans l'armée anglaise. La mort n'occupait pas ses pensées, car il l'avait affrontée de nombreuses fois auparavant, et il combattait sans aucune peur. Mais le destin agit de façon mystérieuse. Harald Hardrada, le guerrier le plus accompli présent, fut frappé à la gorge par une flèche, et là, à Stamford Bridge, il se vida de son sang et mourut. Le frère de Harold Godwinson, Tostig, fut également tué lors de la bataille. Ainsi, l'ère des Vikings prit fin. L'Angleterre n'était plus menacée par des invasions vikings, car le dernier grand roi viking, Harold Hardrada, était mort sur le sol anglais. La dernière résistance du berserker solitaire est entrée dans la légende, laissant aux Anglais l'impression durable que certains guerriers vikings pouvaient devenir enragés et acquérir des capacités surnaturelles pendant la bataille. Malheureusement, le nom du berserker viking s'est perdu avec le temps, mais nous nous souvenons toujours de son acte héroïque. Si vous souhaitez en savoir plus sur les berserkers et les guerriers Ulfednar en détail, veuillez consulter mes autres vidéos à leur sujet. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de History Profiles.